temporalité et atemporalité. La question de la temporalité est évidemment essentielle en matière d'accès aux programmations, puisque c'est quand se produiront les événements qui ont été perçus. Et la quasi-totalité des précognitifs se trompent et confondent, je dirais même de manière naturelle, causalité et temporalité. Reprenons le schéma de nos deux logiciels de conscience. Nous voyons que le conscient, l'hémisphère gauche, le mental analytique, est dans la temporalité, passé, présent, futur. Inversement, l'hémisphère droit, l'inconscient, la conscience synthétique, perçoit les événements de manière atemporelle, c'est-à-dire dans une sorte d'éternel présent. Le docteur Eugène Hosty, qui a particulièrement étudié les capacités psy, a réalisé des expériences qui confirment la quasi-impossibilité pour les précognitifs de situer les événements dans le temps, alors même qu'ils perçoivent parfaitement l'écoulement du temps, comme le démontrent les suggestions post-hypnotiques. Quelques mots sur les suggestions post-hypnotiques. Il s'agit d'instructions données par l'hypnotiseur à la personne hypnotisée et qu'elle doit réaliser dans un certain délai après qu'elle ait retrouvé sa pleine conscience. Le docteur Hosty rapporte un certain nombre de cas qui ont été publiés par certains de ses confrères. Le docteur Grasset a constaté l'exécution de suggestions faites pendant l'hypnose 43 jours auparavant. Le professeur Bernheim, 63 jours. M. Bonis, 172 jours. Liégeois, 1 an, etc. Myers raconte que Mills Bramwell a ordonné à un sujet hypnotisé de tracer une croix lorsque 20 180 minutes seraient écoulées et que l'ordre fut exécuté. Donc la difficulté à situer dans le temps les événements perçus ne vient pas d'une incapacité du sujet à mesurer l'écoulement du temps. Relativement aux difficultés à situer les perceptions dans le temps, le docteur Hosty a réalisé une expérience avec son meilleur sujet, Madame M. Dans les premiers mois de 1911, je priais une dame habitant la province d'envoyer à Madame M, qu'elle ne connaissait pas, un banal objet m'appartenant et de lui demander, à partir du jour de réception de sa lettre, de bien vouloir envoyer tous les 20 jours environ une lettre indiquant pour les 20 jours suivants la succession des faits les plus saillants devant intervenir dans l'existence du possesseur, et cela jusqu'à ce qu'il lui soit dit de cesser. Vint bientôt la première lettre de Madame M, qui énumérait, dans leur succession, les mêmes prémonitions caractéristiques et imprévues qui m'avaient été faites par d'autres sujets et par elle-même, chez elle, 2 mois auparavant. Quand les 20 jours furent écoulés, quelques-uns des événements annoncés s'étaient réalisés, mais la plupart ne l'avaient pas été. La dame reçut une seconde lettre de Madame M, qui annonçait toujours comme imminents ceux des présages qui n'avaient pas été accomplis et ne signalait plus aucun de se réaliser. 20 autres jours s'écoulèrent encore, pendant lesquels d'autres prédictions s'accomplirent, cependant que la plupart n'étaient toujours que des possibilités. Et la troisième lettre de Madame M arriva qui rapporta encore dans l'avenir les faits non produits et ne dit rien de ceux qui l'avaient été. Et cela se répéta pendant 6 périodes consécutives de 20 jours, de sorte que dans sa dernière lettre, la plupart des faits signalés dans la première étaient toujours annoncés comme prochains, bien qu'à se reporter aux dates approximatives, tout d'abord avancées, elle eût dû les croire accomplis. Ceci est caractéristique de tous les cas de précognition. Le précognitif ne se trompe jamais dans la causalité des faits, leur enchaînement, mais il se trompe dans les délais qui interviennent
entre les différents faits. Dans la 6e vidéo, je rapportais le témoignage de Laurent Adamovix, qui était banquier, de la prédiction que Yagel Didier lui avait faite du krach du 19 octobre 1987. Il précisait à propos de cette prédiction: le cliché était tellement fort qu'elle avait l'impression de l'imminence, en tout cas de l'inéluctabilité. Imminence et inéluctabilité, mais aucune précision de date. Alors, en conclusion, ce qui est vrai pour les précognitifs ordinaires ne l'est pas pour des gens extraordinaires comme fut le Padre Pio, ce capucin italien célèbre pour ses prodiges. L'abbé Jean de Robert, qui fut un proche du Padre Pio, rapporte la prédiction qu'il lui fit du jour de son ordination. Et il m'a dit, le Seigneur t'a pardonné, le Seigneur t'a appelé. Je lui dis, mais vous êtes sûr? Je ne savais pas, à ce moment-là, que Padre Pio connaissait beaucoup de choses, même sur moi, qui moi ne le connaissais pas. Et il me dit, le Seigneur t'a appelé. Je lui dis, vous en êtes sûr? Il me regarde avec un air furieux, il me dit, ma te lo dico io, je te le dis moi. Et il me dit cette parole étonnante, tu seras ordonné prêtre le 30 juin 1962. Et je me suis dit, c'est un fou. On était en 55. C'était le jour des anges gardiens, 2 octobre. Mais j'ai calculé rapidement, mais c'est trop tard. Il n'y a pas de raison. Seulement lui savait, moi je ne savais pas, que le service militaire aurait été prolongé parce que, comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai perdu 3 ans à l'armée. Mon année d'ordination était 1962, mais le 30 juin, ça n'avait pas de sens. 29 juin, oui, c'est la Saint-Pierre-Saint-Paul, mais le 30 juin. Seulement en 1962, le 29 juin, c'était la fête du Sacré-Cœur de Jésus, et qui avait repoussé d'un jour la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul, ordination, à Notre-Dame de Paris, par les mains du cardinal Feltin, le 30 juin 62. Quand j'ai revu Padre Pio après, il m'a dit « Oh, te l'avevo detto, non, je te l'avais dit. » Et oui. Nous avons là un cas extraordinaire d'une prédiction très précise, 7 ans à l'avance. Extraordinaire comme l'était le Padre Pio.